Alors, entre les deux aspects, hein, le côté obscur et le côté lumineux de la force, euh, il faut savoir qu'actuellement, la principale méthode de cryptage en usage dans le monde, c'est ce qu'on appelle RSA, qui repose essentiellement sur la difficulté qu'il y a de factoriser des grands nombres premiers, des grands nombres en facteurs de nombres premiers. Par exemple, vous donnez, enfin vous ne le voyez pas, hein, quand vous faites des transactions bancaires sur Internet, par exemple, ou si vous cryptez votre messagerie, vous utilisez un service de messagerie crypté, ce qui se passe, c'est que vous avez dans votre ordinateur ce qu'on appelle une clé publique de chiffrement. Bon, elles sont plus grosses que celle-ci, mais en voilà une, ça c'est une plus petite, 15 487 469. En fait, ce nombre, c'est le produit de deux nombres premiers. Ça, c'est votre ordinateur qui le fabrique. Il prend une table de deux nombres premiers, il en choisit deux, il les multiplie, et il dit à tout le monde, voilà ma clé publique. Tout le monde peut vous écrire en crypté en utilisant cette clé. Mais il n'y a que vous qui pouvez décoder. Évidemment, celui qui l'a envoyé, bien sûr, hein, c'est le principe. Mais par contre, toute personne qui intercepte d'autres messages, s'il est capable de trouver les deux nombres les deux nombres premiers dont le produit est 15 487 469, ben du coup, il a cassé votre clé. Il est capable de décoder le message. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'actuellement, on ne connaît aucune méthode efficace pour factoriser des grands nombres. Quand on dit des grands nombres, c'est vraiment des grands nombres. Hein. C'est je ne sais plus où on en est dans le protocole, mais on est à 256 chiffres binaires, ce qui fait quand même dans les, si je ne m'abuse, 2 puissance 256, ça fait à peu près donc 10 puissance 80, donc on a 80 chiffres, des nombres en base 10 à 80 chiffres. Alors c'est un problème, il est dans NP, parce que c'est facile de vérifier une solution. On vous donne deux nombres, vous les multipliez, vous regardez si ça donne bien le résultat. D'accord? En revanche, trouver les nombres premiers qui permettent ça, c'est une autre paire de manches. Alors voilà, c'est difficile, mais donc c'est jouable. Pourquoi? Parce que elle a été inventée en 77, cette méthode, hein, d'accord? Et voilà comment eux, ils estimaient à l'époque la capacité de résistance de leur méthode. Alors là, on parle quand on parle digit, hein, on parle en termes de chiffres binaires, des 0 et des 1, uniquement. Que donc, normalement, pour casser une clé de taille 50 chiffres binaires, il faut 10 puissance 10 opérations. Enfin, 1.4 fois 10 puissance 10, et qu'à l'époque, il fallait 3 heures, 3,9 heures, c'est-à-dire presque 4. Que pour 75 chiffres, il fallait 104 jours pour faire ces 10 puissance 12, presque 10 puissance 13 opérations. Que pour 100 chiffres, il fallait 14 ans. Pour 200 chiffres, il fallait 4 milliards d'années. Pour 300 chiffres, il fallait, on n'en parle même plus ici, quelque chose comme 5 millions de milliards d'années. Et pour 500 chiffres, des choses complètement ahurissantes, 4 10 puissance 25 années. Avec l'algorithme dont on disposait à l'époque. Alors, évidemment, je peux préciser tout de suite hein, que pourquoi on ne prend pas des clés les plus grosses possibles, les plus grandes possibles pour crypter sur Internet? Ben, le problème, c'est que ce n'est pas gratuit, au sens que d'abord, il faut les tables, il faut produire les tables, donc les nombres premiers qui vont permettre d'obtenir des nombres encore plus grands. Typiquement, pour avoir un nombre de 20 chiffres, il faut en multiplier de 2 de 10 chiffres, donc il faut les tables. Et donc, ces multiplications là qu'on produit à chaque fois, ça prend du temps. Donc si on prend des clés trop longues, ça prend du temps. Ça prend pas autant de temps que de décomposer le nombre premier, mais ça prend quand même du temps. Alors, donc, ces personnes-là, Rives, Shamir et Adelman, ils estimaient qu'à l'époque, il fallait environ 4 milliards d'années pour casser une clé de 200 chiffres, à l'époque. Si on tient compte maintenant de la loi de Moore, qu'on a vue au début, enfin précédemment, avec une accélération purement matérielle, donc en multipliant par 2 la vitesse des machines tous les 18 mois, en 2005, on se trouvait 28 ans plus tard par rapport à l'annonce de leur découverte. Il aurait encore fallu 2000 ans pour casser la clé, si on avait compté que sur les progrès de la vitesse des machines. Mais il se trouve que des clés de 200 chiffres, donc,
elles ont été cassées en 2005. C'est-à-dire que c'est pas 2000 ans qu'on a mis, c'est quelques minutes. Et ça, c'est donc dû au fait que, oui, il y a eu des progrès technologiques, donc la loi de Moore qui a permis en 25 ans de multiplier la vitesse des machines par un très grand facteur, mais surtout, il y a eu d'énormes progrès dans les algorithmes qui ont été utilisés. Voilà, là, il y a un état de l'art qui n'est pas entièrement récent. Il y a des lignes à rajouter, hein, puisque les records sont régulièrement battus. Donc, il y a vraiment on tient à jour le registre des records de chiffres binaires ou décimaux. Hein, c'est traduit dans les deux. Et à chaque fois, vous avez qui a réussi à factoriser des nombres de cette taille avec le prix qui a été obtenu à l'époque. Regardez aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, en 2012, on en était à des prix de 30 000 $ pour réussir à casser, pour celui qui a réussi à casser la clé du protocole RSA 704 qui contenait donc 704 chiffres binaires. Voilà. Et en fait, c'est précisément, ce sont des progrès dans la théorie mathématique qui s'appelle la théorie des nombres, et la géométrie algébrique qui ont permis de faire ces progrès jusqu'à maintenant. Alors, si on doit faire un peu de science-fiction maintenant, les façons qu'on peut avoir d'explorer le calcul, hein, c'est-à-dire que les ordinateurs sont des machines digitales. Donc, le calcul, l'autre versant du calcul, ça pourrait être le calcul analogique. C'est-à-dire où il n'y a pas surtout pour des calculs sur des événements, comment on appelle ça, des événements continus, ici. Donc en fait, on utiliserait un signal continu, plutôt que des bits 0, 1, pour effectuer des calculs, et ça pourrait permettre de contourner certaines des limites qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce qui a été exploré? Et on a exploré la possibilité de faire des ordinateurs à base d'ADN biologique. Il y a quelqu'un qui a réussi à le faire. Pourquoi? Parce que l'ADN a des propriétés qui fait que les produits chimiques en général, voire certains processus physiques, ont comme propriété parfois de trouver par eux-mêmes des états d'équilibre minimum. Et donc si on les bricole de manière à ce que l'état d'équilibre minimum corresponde à un chemin hamiltonien, hein, c'est ce qu'a fait quelqu'un, M. Adelman, mais il a essayé de faire cette chose-là. Donc il a effectivement réussi à produire une espèce d'ordinateur ADN, mais qui savait faire qu'une seule chose, hein, c'était rechercher des circuits hamiltoniens. Et il a quand même réussi en une semaine de travaux à trouver un circuit hamiltonien dans un graphe de 7 villes, ce qui n'est pas beaucoup. Mais ça montre que c'est possible. Est-ce que ça vaut le coup de creuser cette piste? Bon, pour l'instant, on n'a pas abouti. Donc ça, c'est l'article une partie de l'article qui a donné lieu à cela. Actuellement, ce qui me paraît le plus raisonnable pour faire vraiment des progrès, c'est encore une fois l'ordinateur quantique. Donc on sait actuellement que la factorisation elle est dans NP, on ne sait pas si elle est dans P. Pour l'instant, les meilleurs algorithmes qu'on ait, déterministes, je vais vous expliquer pourquoi rapidement après, pour factoriser un nombre n qui soit écrit avec B bits, c'est-à-dire B chiffre binaire, actuellement, les meilleurs algorithmes ont des temps de calcul qui ont cette tête-là. C'est un peu compliqué, vous voyez. Mais là, ils ont besoin d'être précis pour pouvoir comparer les résultats. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la base, on prend son logarithme au carré, on multiplie les deux, on multiplie le tout par 64 neuvièmes, on prend la racine cubique du résultat, et on prend l'exponentielle du résultat. C'est-à-dire E puissance racine cubique, pardon. E puissance racine cubique de ce que vous avez vu écrit. Enfin, récemment, le record, c'était 768, c'est monté, je crois que c'est monté jusqu'à... Faudrait que je le regarde rapidement. Je vous confie ça comme tâche. Votre job,
quel est le dernier record établi. C'est pas dur, hein, c'est sur Wikipédia. Voilà, alors en fait, dans la factorisation du nombre premier, il y a une étape qui est difficile, en fait. C'est de trouver, étant donné, étant donné un n qu'on cherche à factoriser, hein, on va regarder pour chaque reste possible. Hein, quand vous faites une division par quelque chose, il va y avoir un reste. Le reste, au maximum, il va être égal il va être égal à n maximum. Mais non. En tout cas, pour les valeurs de 1 à n-1, on va chercher... Hop, voilà. Pour les valeurs de 1 à n-1, on va chercher lesquelles, quand on divise R par le nombre dont on cherche un facteur, que le reste soit divisible par 1. Non, le plus, pardon. C'est le PGCD. Voilà, ça y est. On revient. Ce chapeau pointu, c'est le PGCD. Donc leur plus grand commun diviseur soit égal à 1. Donc on cherche parmi toutes ces valeurs-là, de 1 à n-1, on cherche celles qui sont en fait premières avec n. Être premier avec un nombre, ça veut dire que le plus grand commun diviseur, c'est 1. Et ce qu'on appellera ensuite l'ordre de chaque R, c'est en fait donné par P, c'est le plus petit des cas tel que R puissance K soit égal à 1 modulo N. Donc, vous voyez, la formule est un peu compliquée, vous regarderez avec le cours de maths discrète. Ce n'est pas tellement l'ordre du jour ici. Simplement, le chercheur Peter Shor, spécialisé en informatique quantique, il a eu l'idée de coder les valeurs R et valeurs K en bits quantiques. Donc, qui sont des états superposés, qui sont à la fois des 0 et des 1. Et donc, puisqu'ils sont les états superposés, en étant à la fois des 0 et des 1, ils codent plusieurs nombres en même temps. Et du coup, tous les RK sont calculés en même temps, si on peut dire. Et c'est juste qu'au moment de la mesure que les 0 et les 1 se décident, et c'est à ce moment-là qu'on va voir les bons RK. Mais le truc, si vous voulez, c'est que c'est une approche quand même qui est probabiliste. C'est-à-dire que c'est la probabilité qu'on tombe sur la bonne valeur qui va faire le résultat. Et après, le coût de l'algorithme, de ce point de vue-là, il est en cube de la base. Donc c'est assez rapide, mais bon, pour l'instant, on n'a pas factorisé des grands nombres. Hein. En 2012, on factorisait le nombre 21, et depuis, on n'a pas fait énormément de progrès, parce que le problème, c'est de réaliser des ordinateurs quantiques. C'est ça qu'on n'a pas encore réussi à faire. Ça, c'est Peter Shor, donc le premier a eu l'idée d'utiliser un ordinateur quantique, enfin, le principe d'un ordinateur quantique pour factoriser un nombre en facteur premier. C'est le premier qui a eu cette idée-là. On ne sait pas très bien encore ce qu'on peut faire ou pas faire. On en entend parler de temps en temps. Ça y est, c'est sorti. Là, on vient de voir encore quelque chose. L'annonce, c'était... la Chine a produit un ordinateur quantique 1 million de fois plus rapide que celui produit par Google. Voilà, mais les annonces sont spectaculaires, mais en réalité, cet ordinateur quantique ne sait faire qu'une seule chose. Donc, ça a relativisé. Et il sait faire qu'une seule chose, et c'est un calcul quantique qui est fait. C'est pas du tout appliqué à des choses... on ne peut pas l'appliquer facilement à autre chose, contrairement à un ordinateur classique, qu'on peut appliquer à plein de trucs. Dans l'état actuel des choses, les ordinateurs quantiques, on ne sait pas les appliquer à une variété de problèmes. Donc on les fabrique pour en résoudre un très particulier. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qu'on peut faire actuellement en réseau neuronaux et apprentissage, donc tout ce qui relève de l'intelligence artificielle récente. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse, avec ça, dépasser les limites actuelles? Bon, moi, je n'ai pas trop réussi personnellement à comprendre si on pourrait y faire quelque chose.
Ça n'est pas encore clair. Hein, pour l'instant, on a des résultats extraordinaires, euh, par exemple, vous avez entendu en jeu, hein. Le champion du monde d'échecs, maintenant, il est écrabouillé par les programmes qui jouent aux échecs et qui utilisent les techniques d'apprentissage, alors que les anciennes façons de jouer aux échecs, par les ordinateurs, alors elle gagnait contre les champions du monde, mais c'était moins évident et on avait du mal à faire des progrès. Là maintenant, c'est complètement, voilà, les champions sont complètement écrabouillés. On a fait vraiment un grand pas en avant sur la résolution de problèmes de type jeu d'échecs. Voilà. En revanche, vous le savez aussi, les machines sont capables, on en entend parler régulièrement, ces machines sont capables de reconnaître parfois un visage au milieu d'une foule avec une grande efficacité. Et parfois, pour ce genre de choses, elles se trompent complètement. Elles vont confondre un lapin avec un vélo. Et on ne sait pas encore très bien pourquoi. Donc on ne sait pas expliquer comment fonctionnent les réseaux de neurones artificiels et leur capacité à apprendre des choses et à donner des résultats. On a du mal, il n'est pas capable d'expliquer pourquoi il a vu un chat à cet endroit-là alors que c'est un vélo, par exemple. Donc c'est difficile d'estimer si oui ou non ça apporte quelque chose. Voilà, donc je termine là-dessus le tour d'horizon de la thématique de la calculabilité.